Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Éric Ménage, je suis médecin. Je voudrais remercier Jean-Jacques et toute l'organisation de me permettre de m'exprimer quelques instants. J'avais préparé quelques diapos, mais elles ne sont pas arrivées. C'est les mystères du net. Donc, je vais le faire en live. D'abord, je voudrais rappeler, comme mes confrères, que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais là? Moi, alors Jean-Jacques m'a demandé de parler un peu de liberté de prescription. Alors, je ne vais pas parler de liberté de parole, mais encore que ça ne va pas être loin. Et je vais essayer de vous l'exprimer sous un angle un peu particulier. Donc, moi, j'ai été particulièrement choqué dès le départ de cette histoire Covid quand on nous a interdit de prescrire. C'est quand même la première fois quand même qu'on interdit de prescrire. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. C'est absolument passionnant et formidable de refaire cette historique. En plus, j'ai quasiment, je crois que j'ai entendu aucune erreur ni mensonge. Alors, bon, on verra. Mais si vous voulez, moi, j'ai une histoire particulière parce que ça faisait, au moment où le Covid arrive, 15 ans que je m'occupais de maladies de Lyme chronique. J'ai la joie de travailler avec le professeur Perron depuis voilà, plus de 15 ans. Peut-être 20 ans maintenant. Et puis, je travaillais, on en parlera juste après, je crois, avec le professeur Montagnier aussi sur les infections froides. Et donc, il se trouve que ça faisait plus de 10 ans à ce moment-là que j'utilisais un traitement dans les Lyme chroniques qui s'appelait hydroxychloroquine et azithromycine. Et ça marchait super bien. Et on savait surtout très bien qu'il y avait zéro effet secondaire. Donc, quand le professeur Raoult nous a parlé de ce protocole, ça a été le premier qui est sorti avant ivermectine, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant, on va l'essayer. On le connaît, donc on n'a pas de surprise. Et effectivement, on a eu des résultats intéressants. Je passe sur la suite, mais l'interdiction de prescrire pour un médecin, c'est quand même énorme, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment notre métier, nous. Donc, si on nous interdit de prescrire, on fait quoi? C'est un petit peu comme notre avocat ici. Si on a une justice à deux vitesses, on sert à quoi? Et pourtant. Donc voilà, donc j'ai très vite rejoint une association qui s'appelait Laissons les médecins prescrire. Et puis de là est arrivée la création du CSI avec des gens que vous connaissez, comme du Conseil scientifique indépendant, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des gens comme Louis Fouché, le professeur Perron, Olivier Soulier, qui a été aussi donc à l'initiative du SLS, notre regretté ami Olivier, et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, Hélène, que vous avez vu tout à l'heure, Hélène Banoun, etc. Ce qui est intéressant, pourquoi je voulais faire cette introduction, parce que on vous a montré beaucoup de choses. Alors vous dites, si on est naïf, on dit c'est pas possible, ça ne peut pas être aussi gros. Ou alors, peut-être ils ne savaient pas. Alors forcément, aujourd'hui, en 2025, on sait, mais là, à l'époque, ils ne savaient pas. Ben non, manque de peau, on savait. Et ça a été l'objectif du Conseil scientifique indépendant, c'est de dire la science sans aucun, je dirais, prosélytisme et sans conflit d'intérêts, mais sans limite aussi. On a invité tous ceux qui voulaient bien venir. Certains n'ont jamais voulu venir, mais bon, tant pis. Et surtout, on a essayé de démontrer, avec Vincent Pavant, qui est ici dans la salle sur un des stands, on a essayé de démontrer qu'on savait. Et on a voulu dire la science. Et vraiment la science. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler pendant 5 minutes. Donc, une chose est sûre, je ne sais pas ce que donneront les démarches juridiques, etc., mais personne ne pourra dire on ne savait pas, parce qu'on avait les chiffres, on avait démontré, on a démontré à l'époque, et toutes les vidéos du Conseil scientifique indépendant sont là pour le rappeler, comme malheureusement les phrases publiques dites sur BFM et autres sont là pour démontrer la manipulation. Alors évidemment, je ne sais pas ce que décidera la justice, ça ne me regarde pas, mais Jean-Jacques m'avait demandé de parler de liberté de prescription, et j'avais envie de vous rappeler une chose pour l'avenir aussi, parce que bon, c'est bien, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé, mais on fait quoi demain? On fait quoi aujourd'hui? On fait quoi pour les Covid longs? Il y aura une table ronde sur les Covid longs, donc on aura l'occasion d'en reparler. C'est très très complexe les Covid longs, mais est-ce qu'on peut prescrire? Et j'adore parler de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, que les Français, il faut savoir que les Français sont très mauvais en anglais,
on traduit par la médecine basée sur les preuves. Donc déjà, ce n'est pas les preuves, c'est les évidences. Mais que veut dire le mot évidence en anglais et que veut dire l'evidence-based medicine qu'on nous oppose à nous, médecins, quand on veut prescrire? Est-ce que vous avez des preuves que ce que vous donnez est scientifiquement prouvé? Est-ce que c'est justifié, etc. Tout ce qu'on nous a reproché avec l'ivermectine et autres. Et donc, un jour, je me suis intéressé à l'evidence-based medicine et à son histoire. Et ça se trouve facilement, vous pouvez même aller sur Wikipédia. Il y a un très très bon article qui explique l'origine. Qui a créé cette evidence-based medicine? C'est les Canadiens. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout ce qu'on nous oppose en France et ce n'est pas du tout la traduction de ce que veulent nous imposer la doxa française, la doxa scientifique française. Parce qu'en réalité, l'evidence-based medicine, qui est une démarche absolument formidable, dont je me sers tous les jours, et je ne peux pas être accusé de ne pas faire d'evidence-based medicine, j'en fais vraiment tous les jours. C'est 3 cercles, c'est là où ma diapo me manque parce qu'elle est très joliment imagée, vous le retrouvez facilement sur le net. En fait, l'evidence-based medicine est basée sur 3 notions qui sont totalement identiques en importance, hein, qui sont équivalentes. La première, c'est la science. On a besoin de la science. Moi, je dis toujours, la médecine est un art basé sur la science. C'est un art. L'évidence-based medicine va vous le démontrer, mais basé sur la science. On ne peut pas rejeter la science. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et effectivement, je pense que notre discours public doit être toujours pesé. Et les mots doivent être vraiment bien mesurés. Et on a de la science. Mais toute la science. Très souvent, et on l'a vu largement avec le Covid, tout à l'heure, notre confrère, Maître Véran, nous l'a bien expliqué, nous l'a bien montré. En France, on veut toujours se baser sur des études françaises, comme si on savait mieux que les autres. Alors, dès qu'un truc est vrai en France, ou soi-disant vrai, c'est vrai dans le monde entier. Ben non, l'ivermectine, contrairement à ce qu'il nous a dit, a été utilisé dans plein de pays de façon légale, de façon systématique, et on a des centaines d'études qui montrent que l'ivermectine fonctionne dans des cadres bien particuliers, etc. Je peux concevoir qu'on n'ait pas le droit de dire aujourd'hui l'ivermectine guérit le Covid, parce que c'est idiot. Le Covid est une maladie complexe, une maladie infectieuse, virale, qui déclenche une réaction immunitaire disproportionnée chez certaines personnes, et que c'est, d'ailleurs, j'ai en général tendance à dire que personne n'est mort du Covid. Les gens sont morts de la réaction immunitaire qu'ils ont fait au Covid. C'est d'ailleurs pour ça que le vaccin est une absurdité, parce qu'on a utilisé justement ce qui fait mourir les gens, la protéine spike, comme vaccin. Mais c'est un autre débat. Donc, il faut regarder la science, mais la science mondiale. On ne peut pas se limiter à la science qu'on veut nous imposer en France. Donc, le travail d'un médecin qui veut faire de l'evidence-based medicine, c'est de lire la science mondiale et d'essayer d'en tirer des conclusions. Alors, c'est vrai que malheureusement, on a des agences de santé en France qui nous imposent des conclusions. La Haute Autorité de Santé, l'ANSES, nous explique comment on doit penser. Mais en même temps, on a fait des études, quoi, si vous voulez. Sinon, il faut nous replacer tout de suite par des ordinateurs. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on puisse, et ça, c'est un problème juridique, qu'on puisse de temps en temps se dire, mais attendez, vous me dites que ça, c'est… Alors, la Haute Autorité de Santé a dit que ça, mais quand même, on a telle et telle et telle étude. Bon. Donc, déjà, se baser sur la science mondiale et non pas sur une petite partie de la science. Mais l'evidence-based medicine, c'est bien plus que ça. Parce que le deuxième cercle de cette evidence-based medicine, c'est l'expérience du praticien. On ne peut pas prescrire un médicament le même à tout le monde, n'importe comment. Ça va dépendre des circonstances et de notre expérience. Moi, je sais que l'ivermectine, ça peut marcher parce que je l'ai constaté, comme Jean-Jacques, dans un certain nombre de Covid longs. Mais dans certains Covid longs, c'est une réactivation de l'Epstein-Barr virus, de l'EBV. Donc, à ce moment-là, l'ivermectine sera moins efficace, parce que l'ivermectine marche moins bien sur le virus de la mononucléose. Donc, il y aura un autre traitement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà un traitement pour tout le monde. C'est pourtant ce qu'on nous impose, puisqu'on nous a imposé du Doliprane pour tout le monde et le vaccin pour tout le monde. Je rappelle à ce sujet qu'il n'existe aucune étude au monde qui prouve que le Doliprane est efficace dans le Covid. C'est-à-dire qu'on nous a tous imposé
Et ce n'est pas le paracétamol, je vous rappelle, c'est le Doliprane qui a été mis en avant. Doliprane, Sanofi, société française. Cherchez l'erreur. Mais on nous a imposé et conseillé à longueur d'émission le Doliprane. Pas une seule étude ne montre qu'il n'y a pas de danger à prendre le Doliprane. Ça n'a pas été publié. Ou cherchez là encore l'erreur sur les attitudes des agences sanitaires. Donc, on ne peut pas dissocier la science de l'expérience du médecin, parce que le médecin, dans son expérience, va savoir s'adapter au troisième cercle, qui est essentiel si on veut faire de la médecine humaine, qui sont les circonstances particulières du patient, ce que certains vont appeler le terrain. On n'aurait jamais dû faire des vaccins de type ARN à des gens qui ont un terrain à risque d'auto-immunité, parce qu'on sait, déjà depuis 15 ans, que la protéine Spike déclenche des phénomènes d'auto-immunité chez des gens qui sont prédisposés. Et l'evidence-based medicine, c'est donc la réunion de ces trois choses. La science, l'expérience du praticien qui peut du coup modifier ce que la science nous a montré de façon théorique, parce que la science, c'est toujours une courbe de Gauss, donc on raisonne sur une moyenne, mais beaucoup de gens ne sont pas dans la moyenne. Et la science et l'expérience du médecin qui doit s'adapter aux circonstances particulières du malade. Et dans les circonstances particulières du malade, il y a sa volonté. Parce que je suis soignant, on m'impose une vaccination. On sait, et on savait déjà à l'époque, que la vaccination altruiste, c'est-à-dire pour protéger l'autre, n'est pas efficace. On peut dire que c'est important, ça a été dit, hein, un soignant, il doit se vacciner pour pouvoir rester à son poste, parce que si les soignants sont malades, il n'y aura plus personne pour soigner les gens. Okay, mais on peut choisir la maladie plutôt que le vaccin. Et c'est vrai pour tous les vaccins, on peut dire ça de tous les vaccins. Pourquoi on n'a pas le droit de choisir la rougeole plutôt que le vaccin? Et ça, c'est un vrai problème d'evidence-based medicine, parce qu'on impose à des gens ce qu'ils doivent faire en santé, et ce n'est plus de l'evidence-based medicine, ça s'appelle du totalitarisme. Donc, ce que je voulais vous dire, et j'ai terminé, c'est qu'il existe une base de réflexion à la fois scientifique et intellectuelle qui s'appelle l'evidence-based medicine. Tout le monde s'en gargarise en France en disant il faut absolument traiter en fonction de l'evidence-based medicine. Maintenant, vous saurez que l'evidence-based medicine, ce n'est pas juste la science. C'est la science qu'on adapte aux circonstances particulières du patient en fonction de l'expérience du praticien. Et c'est là où on ne devrait pas condamner des gens comme Jean-Jacques, parce qu'il s'est servi de son expérience et de ce qu'il a lu de la science, donc il a fait de la véritable evidence-based medicine. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, la justice est plus compliquée, la justice ordinale encore plus, puisque vous savez que la justice ordinale a une particularité totalement illégale sur le plan des droits de l'homme. Elle est juge et partie. C'est l'ordre qui attaque, qui porte plainte, ils ont le droit, et c'est l'ordre qui juge. Donc, là encore, cherchez l'erreur. Merci de votre attention.